Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça fait un petit peu un an que je travaille sur cette vidéo. Je vais vous présenter une saga dont j'ai reçu l'entièreté en service presse. Une saga assez marquante de son époque. Une saga, elle est connue dans le monde entier. C'est une saga écrite par une autrice et à l'époque où c'est sorti, on avait assez peu d'autrices sur le devant de la scène. On pense à des autrices comme André Norton ou encore Ursula Le Guin par exemple. Mais Anne McCrea, c'est une autrice qui a aussi brillé à son époque, a connu aussi le succès. C'est une saga que je veux lire depuis très très longtemps, depuis l'adolescence. Il y a eu une première édition qui est sortie dans les années 90 que vous avez sûrement vue. Et pendant quelques années, on ne les trouvait plus en librairie, où on en trouvait quelques tomes. Pocket a ressorti l'année dernière l'entièreté de la saga dans des éditions bien plus modernes, bien plus flashouilles, sachons-le, avec donc 5 intégrales. Donc celui-ci que je mets toujours à l'envers, voilà, le 3, le 4 qui est bien plus petit mais qui est un de mes préférés, et le 5 qui est un mastodonte. La balade de Pern, c'est une saga qu'on classe dans la fantasy, science fantasy, qui est un peu bordélique. Je vais vous expliquer. La publication en France est assez particulière. Pocket n'a pas corrigé ce petit problème et c'est un peu le défaut majeur de cette saga, c'est que l'ordre de publication ne rend absolument pas hommage à cette série. L'ordre, en fait, c'est l'ordre chronologique de l'histoire et pas l'ordre de publication dans lequel le public l'a découvert. En fait, les tomes les plus intéressants et les plus importants sont l'intégrale 2, 3, 4 et certains du 5. Le premier intégral est clairement le moins intéressant. C'est vraiment des nouvelles qui expliquent la genèse de ces gens qui sont arrivés sur cette planète qui l'ont colonisée, parce que c'est ça l'histoire de la balade de Pern. Ce n'est pas qu'une histoire de dragons qui vont cracher sur des fils, c'est l'histoire de la population humaine qui a dû quitter la Terre, coloniser notre Terre, et quand ils se sont rendus sur place, se sont rendus compte que c'était plus compliqué que prévu. Chute de fils qui détruisent la planète et donc ils vont devoir régler ce problème-ci. La balade de Pern, c'est surtout l'histoire d'un monde qui s'inspire de la médiéval fantasy avec des endroits qui se nomment les forts, où il y a des dirigeants qui gèrent ces forts et qui sont en conflit et qui doivent régler ces problèmes de fil. Et surtout, au-delà de ça, on va avoir 3 grandes trames narratives. On va avoir la trame narrative avec donc ces scientifiques qui colonisent la Terre, qui est pour moi la trame la moins intéressante, qui est très présente dans l'intégrale 1 et l'intégrale 5, ce qui font que c'est les intégrales, je trouve, les moins intéressants à mon goût, parce que c'est un peu trop science fantasy et vieille science fantasy. Le point de vue des chevaucheurs de dragons, donc ces gens qui sont un peu choisis, c'est-à-dire qu'à chaque éclosion de dragons, ce sont les dragons qui choisissent ces personnes. C'est pas forcément des personnes nobles, mais qui vont avoir un but essentiel dans la cité. C'est des sortes de flics. Voilà, ils sont là pour la protéger des incidents internes, mais aussi des incidents externes. Il y a une reine majoritaire, même si les forts sont gérés par des hommes, où celle-ci va avoir un peu une domination sur les dragons. Elle est choisie à chaque fois qu'il y a une nouvelle reine. Ça pose, on va dire, de nouveaux problèmes ou de nouvelles aventures. On va suivre donc surtout l'avancée avec certaines reines plus ou moins marquantes qu'on choisit dès l'enfance, parce que c'est des enfants qui sont choisis à la base. Et mon cycle un petit peu préféré, c'est les harpistes. Ils ont un rôle dans la cité qui est très particulier. Ce sont un peu les gardiens de la mémoire, les gardiens des chants. La musique a une très grande place et ils sont gardiens du savoir. Et donc les intégrales, à mon sens, qui sont les plus intéressantes, ce sont les intégrales tournées autour des harpistes, et notamment avec le personnage de Robiton, qui, je crois que c'est ça son nom, qui est le personnage majeur, parce que au-delà de ça, la balade de Pern, au début, quand tu les commences dans cet ordre-ci, tu te dis mais ça n'a rien à voir comme histoire. Quand tu vas de l'intégrale 2 à l'intégrale surtout 4, on suit des personnages de leur enfant jusqu'à l'âge adulte, et donc tu as de l'attachement. Je pense que je vais vous les présenter dans l'ordre et peut-être vous énoncer avant toute chose les points de vue qui ressortent, notamment moi la balade de Pern, et c'est un peu un exploit pour cette saga parce qu'ils sont pas si présents que ça, même si c'est ce qu'on met en avant souvent, c'est la présence des dragons. Vous savez, je suis pas une très grande fan des dragons. Les dragons et moi, c'est une relation un peu compliquée. Je trouve que c'est vite cliché et gnangnan dans les livres. Et là, j'étais convaincue parce que la relation qui est faite avec les dragons est bien développée. Ils sont un peu humanisés, mais avec un autre type d'intelligence. Le seul truc, c'est que le dragon, c'est un peu le Deus ex machina du texte. Il y a beaucoup de Deus ex machina dans le texte. C'est de la vieille fantasy où ils ont toujours les solutions. Voilà,
voilà, on va leur découvrir des pouvoirs extraordinaires mais qui défient tout, et donc il n'y a pas trop de challenge à mon sens, et c'est ce qui est un peu la faiblesse de ce texte-ci, c'est qu'au niveau de la crédibilité, parfois il y a des grosses ficelles narratives qui font que c'est très facile, mais ça s'ancre dans une fantaisie qui a été écrite avant les années 2000. Donc forcément, on peut pas demander de ce genre de texte la finesse de ce qu'on trouve maintenant en termes de fantaisie. C'est de la fantaisie classique, c'est de la fantaisie à papa, mais plutôt de la fantaisie à maman, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, les dragons, pour moi, ça a fonctionné parce qu'ils sont ni trop présents, ils sont intelligents, mais ils peuvent être positifs et négatifs. Ils ont un rôle d'outil, et ça pose aussi des questions sur le rôle de l'animal. Voilà, il y a beaucoup de questions très en avance sur cette période-ci. C'est pour ça qu'on va faire le lien avec la fantaisie à maman tout de suite. C'est que la balade de Perne, moi, ce qui m'a convaincue dans le texte, et ce que je trouve d'autant plus touchant, et c'est pour ça que je mets ça en avant avec Ursula Le Guin ou avec André Norton, c'est que les personnages féminins sont extrêmement mis en avant. C'est des livres qui sont considérés à l'époque comme féministes. C'est-à-dire que les personnages féminins ont un rôle actif. C'est pas les nanas qu'on était là pour sauver. Ça a été écrit à une époque où c'était des mecs guerriers qui allaient sauver des nanas, voilà, en slip parfois les mecs, genre les pulps et tout ce qui est venu après de la fantasy, et la fantasy jusqu'aux années 2000 était extrêmement sexiste, et c'est toujours le cas. Et donc, c'est hyper rafraîchissant parce que c'est une fantaisie qui est tournée beaucoup sur, au-delà de l'action, le travail des personnages et la sensibilité des personnages, les relations. Relations, que ce soit les relations amicales, mais aussi dans le couple, ce qui est quand même à l'époque assez novateur. Et même si aujourd'hui ça a un peu vieilli parce que c'est un féminisme qui est assez vieux, c'est assez réjouissant à lire ça, et c'est ce qui fait que le texte est assez triste et prenant. Il y a des histoires d'amour impossibles, il y a des choses où tu as envie de chialer. Moi, il y a des choses, notamment avec Robinton et Mélanie, pour ceux qui l'ont lu, ça m'a extrêmement touchée. Tu vois, ce moment-là, j'étais en mode « Oh mon Dieu !» Voilà, donc c'est ça. Il y a aussi toute la construction de comment les personnages sont devenus amis, et voilà, par exemple, prendre Mélanie et Sébelle dans le texte, qui, on se rend pas compte, mais comment ça se noue et tout. Il y a des choses qui sont extrêmement tristes sur le deuil, sur... Vraiment, c'est assez développé sur la maternité, notamment avec le personnage de Robinton, dont les parents, notamment dans un des textes, vont être la clé, et savoir comment ils se disputent sur l'éducation de leurs enfants. En fait, ça touche des questions qui n'étaient absolument pas abordées à l'époque, et qui ne sont pas forcément toujours abordées. La maternité, ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui est toujours abordé en imaginaire. On commence à y aller, mais on y va progressivement, tu vois. Et donc, c'est tous ces portraits-là, et en même temps, on parle beaucoup des violences, parce qu'il y a... À un moment, il y a un personnage qui est assez connu pour être un grand méchant de l'histoire, où il passe ses guerres à agresser les femmes, il est très violent envers les femmes, et donc il y a beaucoup de dénonciations là-dedans. Donc ça, c'est un point de vue que j'avais trouvé ça assez frais et novateur, et ça fait plaisir. C'est aussi une fantaisie qui est assez écologiste. Voilà, c'est une fantaisie qui est dans son époque, et quand tu vois tous les intérêts écologistes, les intérêts de protection de la nature, de protection des animaux, de protection de la faune et de la flore, et je trouve ça assez palpitant, parce que c'est des questions qui sont abordées actuellement. Voilà, là, il y a vraiment des personnages qui sont en train de réfléchir à ça. Pareil, sur le côté science, il y a beaucoup de choses sur l'astronomie, les implications, le fait de changer, on va dire, un peu les créatures, la modification génétique et ce genre de choses. La balade de Perne, il y a des tomes qui sont sortis dans les années 60. Donc c'est assez... En fait, c'est assez drôle parce que c'est aussi présent chez Le Guin, et tu vois qu'il y a vraiment une marque des autrices féminines. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Il y a une marque à l'époque de sensibilisation sur plein de sujets qui sont actuels. Vraiment. Et c'est ça qui est assez frais. Alors, ça peut paraître vieillot et dépassé parfois en disant, bah oui, c'est évident de nos jours, mais c'est les années 60. Je veux dire, c'est les années où mes parents sont nés, tu vois. Et je suis en mode, ça me tue que c'est aussi novateur, et que il y a un vrai fond là-dessus. C'est pas une fantaisie où il y a énormément d'actions. Alors bien sûr, il y a des actions où ils doivent sauver le monde et tout. C'est vraiment une fantaisie qui est tournée sur les interactions entre les personnages, les interactions sociales, la gestion de société, les violences, comment régler ça. C'est une fantaisie qui est triste, mais qui se veut aussi assez cocooning, dans le sens que je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses extrêmement tragiques ou extrêmement graves, hormis les agressions. Il arrive toujours des destins
les personnages arrivent toujours à trouver à peu près leur compte, ça finit mal parfois, mais pas si mal que ça, donc ça peut être lu à l'adolescence sans problème. La seule chose aussi, avant de vous présenter les tomes, c'est que c'est une fantaisie qui a vieilli, et ça se sent dans ce que ça raconte, parce que c'est des tropes qu'on a beaucoup plus l'habitude aujourd'hui, notamment, pas forcément les thèmes, mais plutôt les aventures, où il faut sauver voilà, tel personnage, où il y a tel ou tel truc. C'est des tropes vues et revues qui sont assez clichés. La plume, alors la plume, je pense qu'elle peut en effrayer certains, dans le sens que c'est pas forcément très compliqué, mais il y a du vocabulaire. C'est juste que c'est lent. C'est une fantaisie où on va avoir de la description. C'est une fantaisie où c'est pas du tout à l'américaine actuellement, à la, je ne sais pas moi, à la Joe Abercrombie ou ce genre de choses. On est sur une fantaisie beaucoup plus lente, beaucoup plus travaillée. On voit qu'il y a beaucoup de chansons. Alors si vous aimez pas quand il y a de l'ajout littéraire avec des chansons, des textes et ce genre de choses, il y a vraiment un travail esthétique là-dessus. En termes d'univers, c'est un univers qui est comme entre la science, la fantaisie, c'est un peu un mélange de tout. Je vous dis, hein, il y a des milliers de pages. Le seul truc, c'est que même si ça fait des milliers de pages, on a un peu une impression de world building qui est pas assez développée, à mon sens. Moi, j'attends beaucoup de mon world building, hein, surtout dans des grosses séries là. Mais on a les trucs de gestion de société, mais ça tourne tellement sur les personnages et leurs petites préoccupations. Et c'est le but, c'est déjà vraiment, tu vois, par exemple, le tome sur Mélanie que j'ai adoré, qui est donc une harpiste, qui est une jeune fille qui va devenir harpiste alors que normalement c'est réservé aux hommes. On est beaucoup tourné sur la quête d'elle-même, avec aussi ces lézards de feu, parce qu'il n'y a pas que des dragons, il y a d'autres créatures. Ce qui fait qu'en termes de world building, on a quelques petites choses sur les harpistes, sur leur travail, mais actuellement, avec des auteurs comme Sanderson ou des auteurs américains, voilà, que je pense à comme John Gwynne ou ce genre d'auteurs, on a des univers qui sont tellement riches actuellement que là, ça peut paraître un peu pauvre. Voilà. Donc, c'est une fantaisie qu'il faut remettre dans son contexte. Si vous aimez la vieille fantaisie, il n'y aura pas de problème. Ça va même, je pense, vous changer de ce que vous avez pu lire, hein, de Gemmell ou ce genre de choses. C'est un peu le contre-pied, je trouve. Donc, voilà. C'est une saga qui m'a plu, mais en même temps que j'ai trouvé assez lente, assez cliché. Et parfois, il y a des tomes, notamment l'intégrale 1 et l'intégrale 5. Ça a été long. Ça a été long, mais je vais vous les présenter un par un. L'intégrale 1, c'est un intégral, je vous en ai déjà parlé. Ne vous fiez absolument pas à la balade de Pern avec cette intégrale-ci. C'est un intégral qui est vraiment de la science fantasy avec 3 textes. Hein, je crois qu'il y a 3 textes à chaque fois qui va expliquer comment les hommes arrivent, voilà, pour coloniser la Terre, sur la création des dragons et machin. Mais par exemple, il y a un tome sur les dauphins qu'on retrouve dans l'intégrale 5, ces fameux dauphins, où tu es en mode, mais what the fuck. Et en fait, le tome 1 et l'intégrale 1 et 5 sont des intégrales qui sont assez liées en termes de trame, et je pense que c'est pour ça, c'est la trame qui m'a moins convaincue. Mais ne vous fiez pas ni à ce que ça raconte, ni aux thématiques, parce que là, il y a quasiment aucun dragon, on n'a quasiment rien sur les Wern, il y a même quasiment rien sur les reines dragons. Hein. Il y a que l'œil du dragon, on commence, je trouve, à aller un peu plus dans les choses avec un personnage assez important de la série. Mais voilà, c'est comme Pratchett, ne vous fiez pas aux 2 premiers tomes si vous les lisez dans l'ordre chronologique. Là, c'est un choix qui est en fait, à mon sens, ces tomes-ci auraient dû être dans les derniers, voilà, parce que je crois que ça a été les derniers qui ont été écrits, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Voilà, on est dans les années 90. Donc forcément, entre 60 et 90, il y a eu des tomes qui sont sortis entre les deux. Donc ne vous fiez pas à ça. C'est intéressant à lire si vous voulez lire tout. Et voilà, il y a des informations, mais ça, même moi, tu vois, je me dis, tu peux commencer largement par l'intégrale 2 sans problème. Voilà. Après, si tu veux lire l'intégrale 5, je pense qu'il y aura des manquements, parce que tu as quand même pas mal d'informations sur tout le côté scientifique, la raison, le pourquoi. Mais c'est clairement le truc le plus ennuyant de la saga. Donc là, on va suivre le personnage, c'est Moretta, qui est un des personnages un peu importants. Celui-ci s'est tourné vers la maladie, vous allez vous dire. En fait, c'est un texte qui va parler aussi de choses un peu médiévales, dans le sens que là, il y a une sorte de peste qui arrive et qui va décimer beaucoup, beaucoup de gens. Donc on est un peu dans une situation Covid. Hein. Quand tu le lis, tu te dis... Ça me rappelle quelque chose, c'est un peu horrible. Et ce qui fait que c'est assez intéressant, c'est la gestion de crise et savoir comment des personnages sont prêts à se sacrifier pour sauver le bien commun, dans le sens que les chevaliers dragons vont être aussi touchés par ça, les dragons aussi, et donc ne vont pas pouvoir combattre les fils qui vont détruire tout. Hein. Les fils, c'est un peu comme des astéroïdes, il y a plus rien, tu vois. Il y a des gens, ils se cachent dans les forts pour se protéger, mais les forts, et ça va être, je crois, dans l'intégrale 3, où on a les Reguena et tout qui sont dedans, mais ou c'est dans celui-ci. Ouais, non, c'est dans celui-ci où,
comme c'est chronologique, on voit qu'il y a des gens qui vivent en dehors des forts, qui s'élèvent contre les gens qui sont au pouvoir. Et voilà, ça remet aussi, on a les gens qui sont au pouvoir et tout, mais on a aussi les raisons de pourquoi c'est pas un bon système politique. Et ce genre de choses, ça finit, c'est un peu plus, les regards sont un peu plus sanglants, on suit un peu plus, voilà. Après, c'est quand même, je trouve, un petit peu manichéen. Voilà, ça manque de nuance sur certaines choses, mais ça met des bases voilà, au niveau politique. Donc celui-ci, j'avais beaucoup aimé parce que la situation de crise et le personnage de Moretta est un personnage assez badass et assez touchant. Là, on commence à toucher sur des choses que je trouve le plus intéressantes, c'est-à-dire le tome 3. Et donc, c'est parce que là, on commence à parler des harpistes et leur rôle, hein, c'est-à-dire que les harpistes, ils préviennent aussi les chevaliers dragons de la chute des fils, donc c'est un peu leur lien. Donc là, c'est sur Robiton, qui est vraiment le personnage, à mon sens, qui est un des plus essentiels de la saga, qui est hyper touchant parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a pour père un des maîtres harpistes extrêmement bien vus, comme mère une femme assez puissante, et les deux parents vont se déchirer sur l'éducation de leur fils, parce que le père ne supporte pas que son fils est un génie. Voilà, parce que Robinton, il a ce truc, en fait c'est pas une sorte d'élu, mais il a ce truc, et il est dans le rejet total du père, hein. Le père ne veut pas en entendre parler, il lui parle très mal, et la mère doit laisser son fils accomplir sa destinée, donc c'est à toutes ces années de formation, et comment lui va prendre du pouvoir en fait chez les harpistes, et comment il va avoir un rôle et dans la chute des fils et dans tout ça. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un petit garçon qui est rejeté et qui va devoir apprendre à faire ses armes, qui va souffrir énormément. C'est un personnage qui souffre énormément, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage chic voilà, qui est essentiel, et à mon sens l'intégral 3 c'est mon préféré avec l'intégral 4. Le 4, c'est l'histoire, donc on continue avec les harpistes et bien sûr les chevaliers dragons, mais c'est surtout l'histoire de Mélanie qui vit un peu dans un fort paumé, parce c'est un peu complexe, hein, mais les forts, il y a des zones en fait dans ce monde-ci où il y en a qui sont plus ou moins bien vus, plus ou moins éduqués, et Mélanie, c'est la fille d'un seigneur de fort, un petit, qui va fuir, je ne sais plus pour quelle raison, lors du chute de fil, et qui va survivre et qui va réussir à éduquer les lézards de feu. Quand j'aime beaucoup cette petite créature qui s'apparente au dragon, donc qui a aussi une intelligence, et ça parle aussi de leur acceptation, et qui, elle, est une fille. Et donc ne peut pas être harpiste. Harpiste, c'est un métier d'homme, il n'y a que les hommes qui peuvent chanter, voilà, et elle va se révéler être extrêmement douée et de pouvoir parler à ces lézards de feu, elle leur chante des choses, et donc c'est son parcours à elle, et voilà, il y a des liens avec Robinton et tout, il y a Sebel aussi qui est un personnage voilà, avec les tambours, c'est vraiment le développement, et je trouve que ça peut être un petit peu nié actuellement sur la construction de personnages, du genre regarder toute la femme qui doit se servir, voilà, se dépatouiller, mais à l'époque, faut remettre en contexte, c'était assez riche et intéressant. Le seul truc que j'ai à reprocher un peu à cette autrice-ci, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes sur le féminisme date. Donc, par exemple, les filles sont extrêmement jalouses dans le texte. Voilà, elles se crêpent le chignon et tout, c'est assez désagréable à lire. Et notamment chez Mélanie, c'était assez présent. Il y a aussi le personnage de Marissou, hein. Il y a beaucoup de tropes qui sont pas forcément agréables. Mais l'univers est tellement chouette qu'on s'y porte. Genre, vraiment, Mélanie, moi, j'aurais adoré lire ça à l'adolescence, voilà, et c'est pour ça que La Balade de Perne, il y a beaucoup d'ados qui le lisent, genre l'ado de l'ancienne génération qui n'avait pas trop accès à la young adulte, parce que c'était une série qui s'ancre un petit peu là-dedans. Et enfin, un peu ma déception, l'intégrale 5. L'intégrale 5, donc c'est avec Jacques Somme, ça allait le premier, parce que c'est le nouveau un peu seigneur qui arrive, et qui a un dragon blanc qui a des toutes petites ailes, qui est un peu atrophié et tout. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que voilà, c'est des thématiques très larges à l'époque, voilà, de notre époque, ça peut paraître un peu niais, mais l'acceptation, voilà, ce genre de choses, c'est assez chouette. Le problème, c'est surtout le tome 2 et 3 dans cette intégrale-ci, où on retourne à la science fantasy, à un personnage qui revient du passé et qui veut sauver le truc. On va on va dans le ciel, dans l'espace avec les dragons, et là on m'a perdu. Là on m'a perdu au niveau de la crédibilité. C'était trop scientifique, alors que là j'étais vraiment dans de la fantasy depuis pas mal de tomes. Et bon, il y a des moments très tristes, hein, il y a l'achèvement des histoires de personnages, mais là on a une solution à notre problème, parce que le problème majeur de cette série, c'est que la planète soit vivable voilà, sans la chute des fils, mais ça part dans trop d'élucubrations scientifiques, pas crédibles. Là, même à la fin, il porte un dragon en lévitation avec la pensée, tout. J'étais en mode,
Non, là j'y crois pas. Il y a un trop gros décalage et c'était très lent. Je trouvais qu'on perdait un peu même l'essence des personnages qui étaient un peu casse-pieds. Et par contre c'est un peu plus sur l'action, sur sauver le monde, mais ça m'a pas du tout accroché sur l'aspect scientifique et crédible et surtout sur les personnages qui reviennent. Genre là on quitte des personnages et en fait on en a des nouveaux et t'es en mode... Ouais, bah, ils m'intéressent beaucoup moins parce qu'en fait, on les creuse pas, on est plus vers l'action, vers la science, l'astronomie, mais c'est de l'astronomie un peu de bas étage, c'est même pas de la science très intéressante. Mais on a une vraie fin, voilà, c'est assez conclusif, on sait comment ça se passe, mais c'est pas le début et la fin qui sont intéressants, c'est le voyage du milieu, c'est la rencontre avec des personnages. Et si vous avez des ados, si vous aimez la young adult, mais que vous êtes un peu lassé de la YA actuelle, je pense que ça peut vous plaire, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent la chaîne qui sont assez qui ont peur de la fantaisie adulte. Là, on est clairement sur de la fantaisie qui est très accessible du fait qu'elle a un peu vieilli. Si vous aimez les plumes qui sont un peu riches, voilà, vous allez trouver sans que ça soit incompréhensible ou trop littéraire. Et c'est une saga, je suis contente de l'avoir lue parce que ça fait des années que je voulais la lire. Parce que voilà, La Balade de Perne, ça fait partie des grands classiques de la fantaisie des années 60-90. Et c'est un cycle qui est terminé, c'est un cycle que vous avez beaucoup aimé. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur la Balade de Perne, vous, ce que vous avez trouvé positif ou négatif, pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé, voilà, parce que vous l'avez peut-être lu beaucoup plus jeune que moi, ou beaucoup, voilà, une autre époque où la fantaisie n'était pas la même. Et moi, je le lis vraiment dans une époque de fantaisie qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années en termes de représentation de thèmes, où aujourd'hui ça peut paraître un peu dépassé ou simpliste ou simplé ou même parfois un peu daté et pas assez ouvert d'esprit sur certaines choses, mais c'est des livres qu'il faut remettre dans leur contexte de à l'époque c'était hyper novateur. Et je sais que j'ai des lectrices qui ont l'âge de mes parents voire de mes grands-parents qui me disent que elles, quand elles l'ont lu, quand elles étaient jeunes, ça a été une bouffée d'air frais parce qu'elles se reconnaissaient dans des personnages et elles n'avaient pas l'habitude de voir ça. Si vous avez envie de lire des autrices d'imaginaire, commencez par les bases. André Norton, McFree et Le Guin, moi c'est les trois que j'ai lus, il y en a plein d'autres à découvrir, mais c'est très intéressant, sociologiquement parlant, de l'époque, de voir comment était écrite la fantasy, parce que c'est pas du tout la même fantasy qui était proposée à l'époque. Vraiment, c'est assez intéressant et ça fait du bien de suivre des personnages badass un petit peu à l'époque et de voir qu'il y avait déjà des femmes qui essayaient de retransmettre par le biais de l'imaginaire des questions politiques, des questions sociétales, et que bien sûr des hommes le faisaient, mais là on est sur des thèmes qui sont plus proches des revendications de liberté, d'égalité, et ça c'est vraiment très très chouette. Voilà. Pour le coup, j'espère que cet avis vous aura convaincu parce qu'il faut tester, hein, ne vous arrêtez pas à l'intégrale 1, mais ça fait partie des lectures qui ont marqué mon année d'année dernière. En termes de DA graphique, alors c'est des couvertures qui sont un peu plus modernisées. Alors vous savez que les poches, c'est toujours compliqué de comparer par rapport à des couvertures. C'est un style graphique, parfois ça pète un peu trop à mon goût. Voilà, voilà, on voit que c'est adressé à un public moderne. Je suis convaincue par le fait qu'il y a des petits dragons, voilà, c'est juste le choix des couleurs, voilà, la typo et tout, ça passe plutôt. Celui-ci a été abîmé, mais c'est ma faute avec les travaux. Donc, c'est des livres qui, à mon sens, valent le coup, hein, parce qu'ils sont, par exemple, tu vois, le 5, il est à 16 €, il y a 3 tomes, il fait plus de 1000 pages. Donc voilà, moi je pense aussi, en termes de coût-prix, c'est le genre d'intégrale qui vaut le coup, hein, que ce soit chez Pocket, que ce soit chez J'ai lu, il y a plein d'intégrales disponibles. Moi j'aime beaucoup ça parce que ça prend pas beaucoup de place dans la bibliothèque et t'as de quoi lire. C'est une charte graphique qui, voilà, me convainc pas tout le temps en termes de couleurs, mais si ils étaient passés sur des couleurs plus pâles, ça m'aurait convaincu, et des couleurs qui aillent ensemble. C'est-à-dire que là vraiment on a du vert, du jaune, du bleu, du rouge, de l'ocre marron. C'est un peu trop pour moi, voilà, mais c'est flashy, ça change, la typo à l'intérieur est tout à fait lisible. Alors si vous avez des problèmes de vue, ce genre d'intégrale n'est pas forcément le plus facile, hein. Moi j'ai des problèmes de vue avec les lunettes, ça va. Le papier est très fin, alors c'est pas un papier de extrêmement bonne qualité comme vous pouvez trouver épais où on voit pas à travers, c'est du poche à 16 €, il y a des réductions de coûts, mais pour le prix je trouve que ça fait tout à fait le taf. Il y a des petits résumés au début de chaque texte pour vous remettre dans le bain, parce qu'il y a des moments où tu peux un peu oublier sur le pourquoi du comment, mais voilà, je trouve qu'elles sont assez sympas, un peu criardes, mais ça fait le taf, et les intégrales à mon sens c'est ce qui est le plus intéressant
termes de coût, rapport et prix. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez me conseiller d'autres sagas, des vieilles sagas. Moi, j'aime bien lire de la vieille fantasy. Voilà, où il y a plein de tomes. Moi, ça me dérange pas. Et je suis en train de chercher un peu cette année la grosse saga que je vais dévorer. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.